2015. C'est l'année la plus meurtrière sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale. 12 mois d'enfer où quasiment chaque semaine, on a vécu un drame atroce. Si 10 attaques horribles sont déjouées, 15 font trembler le pays comme jamais auparavant, avec un bilan humain très lourd. 150 morts, plus de 450 blessés, des familles détruites et des enfants à jamais orphelins. 2015, c'est une année terrible, l'année noire des années noires. Ils sont dans une logique d'affrontement. Ils marchent à la mort et ils tirent pour tuer. Janvier 2015. En seulement 3 jours, 4 événements dramatiques plongent le pays tout entier dans la peur et le chaos. Ça commence par le massacre de journalistes à la rédaction de Charlie Hebdo par les frères Kouachi, qui fait 12 morts et 5 blessés. On vient de l'apprendre il y a quelques minutes. Il y a eu des tirs au siège de Charlie Hebdo. Quand ils arrivent à Charlie, ça dure 2 minutes et en 2 minutes, ça va être un carnage. Moins de 24 heures plus tard, cet attentat sanglant est suivi par une fusillade meurtrière à Montrouge par le fanatique islamiste Hamedi Koulibaly. On fait Charlie Hebdo, moi je suis sorti un petit peu aussi contre la police. Cette fusillade dans Paris il y a quelques instants. Une fusillade du côté de la porte de Châtillon. On voit bien qu'on s'inscrit dans une spirale d'événements qui ne va pas s'arrêter. Ces 3 terroristes sèment la terreur dans le pays lors d'une cavale inédite. 9 janvier, 2 jours après les attentats de Charlie Hebdo, les moyens XXL de la traque hors norme mise en place par les forces de l'ordre pour les retrouver aboutissent à une prise d'otage digne d'un film hollywoodien dans une imprimerie à Dammartin-en-Goële. Je lui dis, ce sont eux, ils sont ici. Cache-toi et coupe ton portable. Il y a eu des coups de feu à Dammartin-en-Goële, en Seine-et-Marne. On a vu les gendarmes descendre des hélicoptères. Les frères Kouachi sortent devant l'imprimerie et commencent à effectuer des tirs un peu hasardeux. Dans le même temps, une autre prise d'otage sauvage et destructrice a lieu dans une épicerie cachère à Paris. Du jamais vu. Mon cœur, c'est fort, c'est pas fort. Je ne peux plus faire des demi-tours. Et il nous dit vous voulez que je l'achève? Je peux. Bah non. Non. C'est la première fois qu'on vivait 2 scènes d'assaut et de prise d'otage avec des auteurs qui agissaient en concertation. Moi, je n'avais jamais vu ça, je ne l'avais jamais imaginé. Des images qui font le tour du monde et choquent l'humanité tout entière. 2015 est le point de départ d'une cruauté innommable et d'une violence sans précédent. Une année charnière qui va bouleverser le quotidien des Français et les plonger dans une peur absolue. Nous sommes dans une véritable course contre la montre parce que les terroristes, eux, nous menacent à chaque instant et tous les jours. Le terrorisme, d'habitude, c'est dans les pays en guerre. Et là, c'est chez nous. On fait super attention parce que ils sont là, quoi. Ils sont tout près de nous. Après les attentats de janvier, plusieurs attaques ont lieu. Un attentat est déjoué dans une église et un train Thalys. Une jeune mère de famille est assassinée et un patron d'entreprise décapité. Une boucherie. Mais personne ne s'attend au massacre du 13 novembre. Des scènes de guerre en plein Paris. Une soirée sanglante qui commence au Stade de France avec un premier commando de 3 kamikazes qui se font exploser dans la foule. Je vois un corps cisaillé en 2. D'une fraction de seconde, vous passez du doute à l'absolue certitude que vous êtes face à un kamikaze. Dans le même temps, des fanatiques fous furieux tirent à la Kalachnikov sur des terrasses parisiennes bondées de personnes innocentes qui vont être massacrées. On était loin de s'imaginer qu'un jour, en allant sur une terrasse d'un café, un mec allait arriver avec une ceinture d'explosifs, nous regarder droit dans les yeux et aussi froidement appuyer sur la détonation. Une soirée assassine dont le projet criminel se termine dans un bain de sang inégalé dans la salle de concert du Bataclan où 3 terroristes de Daesh tirent sur une foule qui danse. J'entends des cris et après je vois les gens tomber les uns sur les autres. Il m'a dit je vais mourir à Helen Jane. J'ai dit non, tu vas pas mourir. C'est hors de question. On n'a jamais vu un charnier de 90 personnes. Depuis la Seconde Guerre mondiale, en France, on n'avait pas vu ça. Même dans le pire des films américains, jamais ces choses-là, jamais on pourra les montrer. 2015, c'est l'année au cours de laquelle le terrorisme djihadiste élabore des scénarios d'attentats d'une extrême sauvagerie. Le 18 novembre, les unités d'élite doivent affronter leur pire cauchemar. Pénétrer dans un appartement avec des terroristes vêtus de gilets explosifs et prêts à se faire exploser d'un instant à l'autre. Si on commence à penser à le fait qu'on va se faire exploser, c'est pas terrible. Mais si on le fait pas, qui le fera à notre place? Dans ce document exceptionnel, des acteurs de premier plan vont nous aider à mieux comprendre l'horreur de cette année 2015 où la France a été plongée dans l'ère du terrorisme djihadiste. 2015 est un tournant de l'histoire de France. Une année de bascule dont on devine le visage dès le 31 décembre 2014. Et devant les menaces qui montent et qui inquiètent, qui s'appellent terrorisme, communautarisme, fondamentalisme, ce n'est pas en nous divisant, en stigmatisant une religion, en cédant à la peur que nous nous protégerons.
C'est en défendant fermement nos règles communes. Et c'est pourquoi je peux dire ce soir, vive la République et vive la France. Une attaque mortelle a eu lieu ce matin dans les locaux de Charlie Hebdo. Il y a 12 personnes disparues. Les actes commis sont des actes de guerre. « 18 novembre 2015, Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris. Il est 4 heures du matin. Rentrez chez vous, fermez la fenêtre. Rentrez chez vous. Chez vous. En cette fin d'année 2015, la France vit un moment déterminant de son histoire. La fin d'une chasse à l'homme des ennemis publics numéro 1 qui sont à l'origine du massacre des Terrasses et du Bataclan. Une série inédite d'attentats, les plus meurtriers que le pays ait jamais connus et qui ont changé la face de la France. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Pour la première fois dans l'histoire du raid, l'unité d'élite de la police nationale, leur mission est d'aller déloger des terroristes avec des gilets explosifs dans un appartement du centre-ville plein d'habitants. On est face à des gens qui ont des gilets explosifs et qui se font sauter. On est dans des choses tout à fait atypiques avec des gens qui demandent qu'à mourir en causant d'autres morts chez les policiers. Individu avec gilet explosif, on l'a jamais connu en France. On ne connaît pas la charge, par contre les dégâts que ça peut faire, ça on le sait. Cette chasse à l'homme, qui défraye la chronique depuis 5 jours, atteint son apogée dans un appartement du 3e étage de cet immeuble du centre-ville de Saint-Denis. Pendant que des snipers règlent leur mire sur la fenêtre, une colonne d'assaut du raid se positionne face à la porte d'entrée du logement où se trouvent les 2 terroristes et une complice. C'est la première fois que ces policiers d'élite surentraînés se retrouvent dans un immeuble qui peut exploser à tout moment. Si on commence à penser à la famille, si on commence à penser à le fait qu'on va se faire exploser, c'est pas terrible. Mais si on le fait pas, qui le fera à notre place? Dans ce contexte sous haute tension, le plan est à la fois simple et dangereux. L'idée est de faire sauter la porte à l'explosif et ainsi créer un effet de souffle chez les terroristes pour les interpeller au saut du lit. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Il y a 3 charges explosives qui sont mises à des hauteurs différentes sur la porte. Et celle du milieu, qui était sur la gâche, ne fonctionne pas. Malheureusement, elle s'ouvre à moitié. Et là, bien sûr, les gens se réveillent. Les hommes du raid perdent l'effet de surprise. Les terroristes sont réveillés par l'explosion et commencent à mitrailler en direction de la porte d'entrée. On reçoit sur le palier une grenade artisanale. Et donc là, nous avons 3 blessés. Donc nous, on tire, on lance des grenades, on essaie de les mettre à distance. Et là, ils relancent une grenade artisanale. Et là, on en a encore 2 blessés. En plus des 5 blessés, un chien d'assaut du raid est abattu par les islamistes. Les policiers sont à cran et mettent la pression sur les assiégés. Il est où ton copain? C'est pas mon copain! Il est où? L'événement est suivi en direct sur toutes les chaînes de télévision. Le point culminant d'une année sanglante où le terrorisme djihadiste s'est attaqué à la France et à ses valeurs. Dans ce contexte, les policiers du raid avancent courageusement, dans des conditions inédites, face à des terroristes déterminés à mourir en faisant le plus de morts possible. Quant à 9h, ce 18 novembre 2015, une énorme explosion retentit. L'onde de choc fait trembler tout le bâtiment et tue les 3 intégristes. Shakib Akrou, 25 ans, l'un des tueurs des terrasses parisiennes du 13 novembre, vient d'activer son gilet explosif. En fait, c'est Akrou qui déclenche son gilet, qui a le corps qui se coupe en 2 avec tout le dos qui passe par la fenêtre. Bon, c'est pas rien. Et ça aurait pu faire beaucoup de dégâts au niveau des policiers. Avec lui se trouvait une femme et Abdelhamid Abaoud, un dangereux fanatique membre de l'organisation terroriste Daesh et le cerveau des attentats du 13 novembre qui ont fait 150 morts et plus de 450 blessés. Abaoud, c'est le personnage le plus noir de cette année noire qu'est 2015. On l'imagine en Syrie.
là où on l'a laissé, là où ce reportage lui donne la parole, en fait, il est ici. Il est sur le sol français et il n'a qu'une seule occupation, perpétrer des attentats. On en a écarté un. Il en reste combien encore? C'est ça le problème. Donc, on s'entraîne, on attend. C'est la première fois qu'on voyait en direct l'explosion d'un kamikaze en France. La fin d'une année noire pour le pays. 2015, l'année où le terrorisme de masse, qui menaçait le pays depuis plusieurs années, a frappé comme jamais auparavant. Incontestablement, il y a bien en 2015 une évolution charnière entre ce qu'était le terrorisme avant et ce qu'il est devenu dans le courant de cette année. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut revenir au 1er janvier 2015 et faire un état des lieux. En ce début d'année 2015, la France fait partie d'un monde qui a déjà l'expérience du terrorisme islamiste. Depuis le 11 septembre 2001 et les attentats des Tours Jumelles à New York, les États-Unis sont entrés en guerre contre Al-Qaïda, l'organisation islamiste à l'origine de l'attaque. Dans les années 2000 et 2010, la guerre en Irak et en Syrie va donner naissance à un nouveau groupe terroriste. Son nom est désormais associé à la peur et au chaos. État islamique ou Daesh. C'est une organisation d'un extrémisme remarquable, mais qui cherchait à fonder un véritable État. Pour cela, ils ont besoin de recruter. L'Europe devient un vivier et les réseaux sociaux une arme de propagande. Il y avait des organisations terroristes qui, par la mobilisation de moyens de communication souvent cryptés, ou par la constitution de réseaux dans des mosquées où des imams radicalisés parvenaient à agréger à eux certains de nos compatriotes de confession musulmane. Chaque année, de nombreux Européens comme Abdelhamid Abaoud sont séduits par leurs idées et partent rejoindre les rangs de Daesh en Irak et en Syrie. La France n'est pas épargnée. Certains ressortissants français partent sur le théâtre des opérations en Irak et en Syrie, où ils sont pris en main par des groupes terroristes qui les endoctrinent, qui les préparent au combat. On a vu plusieurs vidéos de décapitation filmées en direct. This is James Wright Foley, an American citizen of your country. On savait de quoi cette organisation est capable. C'est à partir de 2015 que Daesh va commencer à exporter son terrorisme. L'islamisme radical devient une plaie impossible à soigner. Les jeunes Européens partis rejoindre les rangs de Daesh et Al-Qaïda sont prêts à revenir à la maison. Seulement, ils sont déterminés à commettre l'impensable, venir mourir en tuant le plus de personnes. Et ça, c'est un phénomène très nouveau, qui crée un climat très particulier, qui pouvait conduire d'ailleurs chaque Français à considérer que son voisin pouvait être pour lui une menace. Et c'est ce climat de confrontation, de suspicion, de tension que les terroristes essayaient d'instiller à l'intérieur de notre pays. Le monde a peur, la France aussi. Mais elle ne sait pas encore quelle est la cible principale des terroristes en cette année 2015. Je pense qu'à cette époque, la menace terroriste, elle est plus précise et plus forte contre la France que contre les États-Unis ou Israël. Nous sommes dans une véritable course contre la montre parce que les terroristes, eux, nous menacent à chaque instant et tous les jours. Les services de renseignement sont en alerte maximale. Plusieurs attentats ont été déjoués fin 2014, mais il est quasiment impossible de savoir où et quand la prochaine attaque aura lieu. Pour lutter contre ces menaces, la France dispose d'unités d'élite à la renommée internationale. Le GIGN, le RAID et la BRI s'entraînent et se préparent au pire scénario possible. On est face à un mouvement extrêmement radical, extrêmement violent, de terroristes qui arrivent, qui tirent, qui tuent, qui se retranchent, qui attendent la mort et qui attendent la mort en tuant encore. Quand ça va arriver, nous ne négocierons plus. Et une fois que nous aurons déclenché l'assaut, nous irons jusqu'au bout de notre assaut le plus rapidement possible. En 2015, on en est là. Et personne ne sait à quel point la France va trembler. Personne ne pouvait imaginer le drame de 2015. Personne ne pouvait imaginer que des gens s'organiseraient de façon aussi méthodique, avec une telle logistique, une telle organisation technique. On vient de l'apprendre il y a quelques minutes. Il y a eu des tirs au siège de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement à Paris.
Seulement une semaine après la nouvelle année, la terreur islamiste déverse sa haine au journal satirique Charlie Hebdo à Paris. C'est la première fois qu'une rédaction est attaquée par un commando djihadiste en France. En sortant du bâtiment, les terroristes prennent le temps de recharger leurs armes de guerre et tirent sur des policiers arrivés sur place. Ce 7 janvier 2015 est aussi le jour où on a vécu l'exécution du policier Ahmed Merabé, quasiment en direct grâce à une vidéo filmée par un riverain. Ce policier de 40 ans est venu combattre les assassins de Charlie Hebdo qui ne lui ont laissé aucune chance. Ce document est l'un des plus violents présentant la détermination des terroristes. On vit tout ça en direct, on ne sait plus où on est, on ne sait plus comment on s'appelle. Après cette exécution sommaire, les deux tueurs parviennent à quitter la capitale sans que personne ne puisse les arrêter. Il est 11h50. La France est en état de choc. Lorsque les secours arrivent sur place, ils découvrent une scène de guerre. Les deux terroristes viennent de commettre un assassinat de masse à la rédaction de Charlie Hebdo, faisant 11 morts et 5 blessés. Et quand ils arrivent à Charlie, ça dure 2 minutes, et en 2 minutes, ça va être un carnage. Parmi les victimes, des visages bien connus des Français. Cabu, Wolinski, Tignous, Charb, des personnalités historiques du journal satirique. Depuis 2006, Charlie Hebdo était la cible de nombreuses menaces de mort de la part d'organisations terroristes islamistes pour avoir caricaturé le prophète Mahomet, chose interdite par le Coran, d'après l'interprétation du texte sacré par des extrémistes religieux. Qui d'autre que des radicalisés devenus complètement fous pouvaient mener une action pareille, venir venger le prophète qui n'avait jamais été offensé. C'était juste un dessin. C'était rien d'autre qu'un dessin. Voilà les conséquences. Il est 12h30. Les deux terroristes sont dans la nature avec des armes de guerre qui ont frappé et qui peuvent de nouveau tuer n'importe où, n'importe quand. Les premiers éléments de l'enquête permettent de découvrir le véhicule des assassins. Les deux terroristes ont eu un accident de voiture dans le 19e arrondissement de Paris, situé à 3 km des locaux de Charlie Hebdo. Ensuite, ils ont braqué un automobiliste et volé sa voiture avant de se volatiliser. Seulement l'un d'eux va oublier sa carte d'identité à l'intérieur. Les enquêteurs savent désormais à qui ils ont affaire et ils ne vont pas être déçus. Saïd Kouachi, il a 34 ans, on sait qu'il est allé au Yémen. Son frère Chérif, c'est un délinquant qui a fait de la prison. Frère Kouachi, ce sont des gens qui ont grandi et été éduqués en France et qui, quelque part, n'ont jamais pu rentrer dans le droit chemin, n'ont jamais su le faire et qui font tout péter. On apprend que les frères Kouachi sont connus des services de renseignement, ce qui crée un tollé médiatique. C'est impossible de les surveiller à 24 heures sur 24, sauf dans un état policier, ce que la France n'est pas. C'est une autre caractéristique de ce début d'année 2015, c'est que ça signe une prise de conscience sur tout le travail qui reste à faire pour éviter la répétition de pareilles imperfections. Dans la journée, l'organisation terroriste Al-Qaïda revendique l'attentat sur son organe de presse. Le terrorisme, d'habitude, c'est dans les pays en guerre. Et là, c'est chez nous. Cette journée du 7 janvier 2015 marque aussi la plus grande chasse à l'homme jamais réalisée en France. Plus de 88 000 gendarmes et fonctionnaires de police sont à la recherche des terroristes en cavale. Pour la première fois dans l'histoire du pays, les 3 unités d'élite françaises, GIGN, RAID et BRI, avancent ensemble à la recherche des assassins. C'est du jamais vu par l'ampleur du déploiement des forces de l'ordre. D'un côté, on a des militaires avec une rigueur militaire, des gens qui vivent en caserne. De l'autre côté, on a des policiers avec des syndicats policiers. Quand des faits de cette nature se produisent, il faut qu'il y ait de la coopération entre les forces. Et en l'espèce, c'est ce qui s'est produit. Les frères Kouachi ont quitté la capitale en direction du nord. Un important maillage territorial est mis en place en Île-de-France, Picardie et Champagne-Ardenne. Les forces de l'ordre ne sont qu'au début de 3 jours d'enfer. On sait qu'il va se passer quelque chose. On sait qu'on n'a vécu que le premier épisode. Quelques heures après le drame de Charlie Hebdo, la France s'apprête à vivre un nouveau tournant dramatique de son histoire, avec une deuxième attaque sanglante. Ce 8 janvier 2015 est une journée de deuil national.
tous les drapeaux du pays seront en berne pendant 3 jours. De peur d'un nouvel attentat contre des journalistes, les autres rédactions des organes de presse sont placées sous surveillance policière. C'est la première fois qu'un tel dispositif de sécurité est mis en place. Tous les sièges des grands médias vont être protégés. Devant BFM, on a des fourgons de policiers. Et on fait super attention. On fait super attention parce que ils sont là, quoi. Ils sont tout près de nous. Les hommes les plus recherchés de France, Saïd et Chérif Kouachi, qui ont déjà fait 12 victimes la veille, peuvent tuer de nouveau à tout moment. Mais personne ne s'attend à ce que l'ennemi vienne frapper en plein milieu de la rue, comme c'est le cas à 8 h du matin. Toute dernière information, Dominique Rizet, qui vient de nous parvenir, cette fusillade dans Paris il y a quelques instants. Oui, Pascal, une information BFM TV, une fusillade du côté de la porte de Châtillon qui vient d'avoir lieu. Un homme cagoulé vient d'attaquer des policiers. Clarissa Jean-Philippe, 26 ans, est touché dans le dos et succombe à ses blessures en pleine rue. Son collègue s'est opposé au terroriste et s'est battu avec lui avant qu'il ne prenne la fuite. Dans la lutte, le policier a pu enlever la cagoule de l'assassin et voir son visage. Et alors que tout le monde pense au frère Kouachi, le signalement qu'il donne est différent. C'est un homme qui est noir, donc c'est pas un des frères Kouachi. Là, on a Charlie, Montrouge, les Kouachi en cavale. Qui est celui de Montrouge? Où est-il? Donc une espèce de psychose qui va s'installer. L'analyse scientifique de la cagoule de l'assassin permet rapidement de l'identifier. Là encore, c'est un homme bien connu des services de police. Il s'appelle Amédi Koulibaly, il a 33 ans. C'est un délinquant multirécidiviste et converti à l'islam radical depuis 2010. Amédi Koulibaly, c'est un petit voyou de la région parisienne et on sait qu'il a fait de la prison avec Chérif Kouachi et qu'ils se connaissent bien. Cette nouvelle fait l'effet d'une bombe. L'enquête est lancée immédiatement et elle ne tarde pas à porter ses fruits. Cette année marque un tournant dans les attaques terroristes que notre pays a connues. Désormais, il y aura un avant et un après 2015. Les policiers trouvent une vidéo de Koulibaly dans laquelle il revendique s'être synchronisé avec les frères Kouachi pour commettre des attentats. Dans notre équipe, divisée en deux, on fait Charlie Hebdo, alhamdoulilah. Moi, je suis sorti un petit peu aussi contre la police. Et donc voilà, on a fait les choses un petit peu ensemble, un petit peu séparés. C'était plus pour que ça ait plus d'impact, quoi. Les questions fusent. La peur ne cesse d'envahir la France. Y a-t-il d'autres terroristes? Après les meurtres de journalistes et de policiers, quelle est leur prochaine cible? Les forces de l'ordre sont plus que jamais sous pression pour retrouver au plus vite ces 3 fanatiques islamistes avant qu'ils ne tuent encore. On voit bien qu'on s'inscrit dans une spirale d'événements, qu'on est lancé dans une spirale d'événements qui ne va pas s'arrêter. De leur côté, les services de recherche ne ménagent pas leur peine pour arrêter les frères Kouachi. Ils retrouvent leurs traces dans la journée. Les 2 tueurs de Charlie Hebdo viennent de braquer une station-service à 80 km de Paris, à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Sur le plan opérationnel, c'est nos rations. Ouais. On sait qu'on travaille sur la bonne zone, qu'on est dans le vrai. Les éléments arrivent au fur et à mesure, on se déplace, on reste avec des unités assez mobiles, des groupes de plusieurs personnes, et on fouille. La nuit se couche sans aucune trace des 3 dangereux terroristes. Les Français sont habités par la peur. Chez nous, ils ont visité le sous-sol. Ils nous ont demandé si on avait vu quelque chose de suspect. Bon, en fait, on n'a rien vu, mais ils ont contrôlé quand même, et puis ils ont contrôlé toutes les maisons dans la rue. Tout le secteur, ils sont avec les fusils à pompe, les fusils mitrailleurs, et on ne peut pas rentrer. Les forces de l'ordre sont dans l'urgence, et le plan de recherche inédit mis en place en début d'année 2015 ne va pas tarder à fonctionner. On est quasiment certain qu'ils sont dans la zone que l'on boucle. Dans cette zone, ils ne peuvent pas rester, ils vont en sortir. Cela fait 9 jours que l'année a démarré et la France a déjà été la cible de 2 attentats qui ont fait 13 morts et une dizaine de blessés. Ce matin du 9 janvier 2015, personne ne se doute un seul instant que la France s'apprête à vivre une journée déterminante de son histoire moderne avec 2 prises d'otages synchronisées, filmées en direct à la télévision. Quant à 8h30, un nouveau rebondissement réveille la France. Il s'est passé des choses en Seine-et-Marne il y a quelques minutes, Sarah Lecouen. Il y a eu des coups de feu à Dampmartin-en-Gohelle, en Seine-et-Marne. Cette fusillade a eu lieu dans une imprimerie où se sont réfugiés les frères Kouachi. Ils ont échangé des tirs avec des gendarmes. Le gérant de l'entreprise, Michel Catalano, est dans les locaux avec son employé Lilian. Il garde un souvenir très précis de ce moment où il a vu les 2 terroristes arriver chez lui.
J'ai vu tout de suite que c'était quelqu'un qui était habillé tout en noir, avec une arme lourde et un lance-roquette. Et là, du coup, j'ai fait marche arrière pour aller voir mon collaborateur. Je lui ai dit, ce sont eux, ils sont ici. Cache-toi et coupe ton portable. Et je me suis dirigé vers eux pour les ralentir, en pensant que ma dernière était venue, quoi. Ils me l'ont dit, on va mourir ici, chez vous. On voulait le faire dans les bois, mais finalement, ça se fera chez vous, ici, aujourd'hui. Il est 8h45. Quelques minutes après être arrivé dans l'imprimerie, une patrouille de gendarmes arrive à son tour. Les frères Kouachi sont prêts à en découdre avec les forces de l'ordre. Le plus petit a poussé le plus grand en disant on y va, on y va, on y va. Ils sont descendus, j'ai entendu les coups de feu, j'ai entendu boum, un corps qui tombe. Un des deux gendarmes vient de blesser au cou Saïd Kouachi. Son frère le ramène à l'intérieur et demande à Michel Catalano de le soigner. Il était très affaibli, il avait les yeux qui se fermaient, on voyait qu'il était à deux doigts de s'évanouir. Il a dit à son frère, je vais mourir. Son frère a dit, non, pas maintenant, on n'a pas fini. Le GIGN arrive et encercle l'imprimerie. Hélicoptère, sniper, armes lourdes. Les deux assassins de Charlie Hebdo et d'Ahmed Merabet ne peuvent pas s'échapper. Il est 9h. Lorsque les frères Kouachi rentrent dans l'imprimerie, c'est un soulagement. Soulagement parce que la cavale est terminée, mais responsabilité parce que maintenant il faut régler une situation de prise d'otage qui s'annonce être très délicate. À ce moment-là, les forces de l'ordre sont loin de s'imaginer qu'elles vont faire face à un scénario d'attentat synchronisé, inédit en France. Dans le même temps, Igor Saïri est à la rédaction de BFM TV. Il passe des appels téléphoniques à la recherche de témoins ayant vu les Kouachi à Dammartin. Vers 10h, il appelle l'imprimerie sans se douter une seconde de la personne qu'il va avoir au bout du fil. Je dis juste, je suis journaliste pour une chaîne de télévision, je cherche à avoir le patron de l'imprimerie. Est-ce que c'est vous? Il a dit non, c'est pas moi, c'est Chérif Kouachi. Là, vous êtes que tous les deux, toi et ton frère. Là, ça, c'est pas ton problème. Et il y a des gens qui sont derrière vous quand même ou pas? Ça, ce n'est pas ton problème. Je suis figé sur ma chaise parce que tout se passe très très vite. J'ai du mal à réaliser que je suis au téléphone avec Chérif Kouachi. Et vous comptez tuer encore au nom d'Allah ou pas? Mais on n'est pas des tueurs, nous. Nous, on est des défenseurs du prophète. On tue pas les femmes. On tue personne, nous. Nous, on défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui l'offensent, là, il n'y a pas de problème, on peut le tuer. Il est calme, il est structuré. Dans sa folie, il est quand même structuré. Voilà. Il sait ce qu'il raconte. On sent qu'il veut revendiquer quelque chose, qu'il est fier. Et puis il raccroche, finalement. Suite à cet appel avec le journaliste de BFM TV, Chérif Kouachi reste au chevet de son frère grièvement blessé. La situation semble bloquée pour eux. Les deux terroristes islamistes savent qu'ils sont cernés et n'ont aucune possibilité de s'enfuir. C'est pourquoi ils laissent partir leur otage. Il est 10h20. Et là, c'est le plus petit qui m'a dit, allez-y. Et j'ai marché dans le couloir avec un sentiment curieux parce que j'ai entendu que derrière, ils récupéraient l'arme pour se relever. Je me suis dit, ils vont venir derrière moi, ils vont sortir tout de suite derrière moi et faire de moi un bouclier humain. Mais ce scénario n'arrivera pas. Michel Catalano sort sain et sauf. Il aura passé près de 2 heures avec les terroristes dans son entreprise. L'inquiétude ne le quitte pas pour autant. Son employé est toujours caché quelque part à l'intérieur. Et les djihadistes ne savent pas qu'il est là. Ce 9 janvier 2015, alors que la France retient son souffle pour que les frères Kouachi ne trouvent pas la cachette de Lilian, une nouvelle attaque dans une épicerie cachère à Paris vient plonger le pays tout entier dans l'angoisse. Il est 13h06. Ils arrivent du cours de Vincennes et se rendent directement à l'endroit où se trouve la prise d'otage à l'heure actuelle. Les élèves sont à l'instant même confinés à l'intérieur, bien évidemment, pour éviter toute propagation de la peur. On entend une déflagration. Très vite, il y a un vent de panique qui se propage dans le magasin, qui atteint le fond. On se précipite tous vers un escalier en colimaçon qui mène à une cave. Lassana Batili, employé de l'épicerie, se trouve au sous-sol lorsqu'il voit les clients du magasin affolés, dont Alain Coinon, arriver vers lui. Il a immédiatement le réflexe de les cacher dans d'énormes chambres froides servant à stocker de la nourriture. La porte du congélateur, il était déjà ouverte parce qu'ils étaient en train de ranger les cartons. J'ai appelé tout le monde, venez. Moi, je me trouve dans une chambre froide avec 5 ou 6 hommes et une maman et son bébé dans un coin. Et là, on attend sans savoir ce qui s'est passé au-dessus.
Après une série d'attentats contre des journalistes et des policiers, c'est désormais la communauté juive qui est la cible d'attaque dans ce 3e jour de terreur. Et l'auteur de la prise d'otage n'est autre qu'Hamedi Koulibaly. Il est armé jusqu'aux dents. Lui aussi a décidé de finir sa cavale dans un bain de sang. En cette journée inédite du 9 janvier 2015, on a compris que les terroristes utilisaient les médias pour avoir une vitrine publique de leur cause. Le fanatique contacte la rédaction de BFM TV, revendique agir pour le compte de l'organisation terroriste islamiste Daesh et met la pression sur les forces de l'ordre. Il raconte qu'il est dans l'hypercachère, qu'il va tout faire péter si la police intervient dans l'imprimerie, qu'il suit tous les événements sur son téléphone, enfin... Où on est, quoi. À un moment, quelqu'un descend de l'étage au-dessus, c'est un otage. Et il ou elle nous dit « remontez tous ». Sinon, il descend et il tue tout le monde. Un dilemme dramatique, à la tension insoutenable pour les réfugiés du sous-sol. Si certains otages font le choix de rester dans les chambres froides, d'autres, comme Alain Coinon, décident de monter, la peur au ventre. Il est 13h17. Là, je débouche au rez-de-chaussée sur un cadavre. Un jeune homme qui gît dans son sang. Je vois Koulibaly qui est là avec son fusil mitrailleur. Il tient en respect les otages. Je vois qu'en face de moi, en deçà des caisses, il y a un 2e cadavre. Donc, je vois un 3e cadavre. En face de moi, mais dans l'encoignure du magasin, il y en a un 4e. Puis là, il voit que sa 4e victime, dans le coin, n'est pas morte. Et là, il s'adresse à nous et il nous dit vous voulez que je l'achève? Je peux. Madame et moi, on dit bah non. Non. Bon, il repart. Au sous-sol, l'angoisse règne parmi les clients du magasin, otage en sursis de l'intégriste Hamedi Koulibaly. Lassana Bathily refuse de se résigner à mourir dans ces conditions. Il propose un plan d'évasion. Prendre le monte-charge qui mène au rez-de-chaussée où se trouve le terroriste et courir jusqu'à une issue de secours. Malgré ses efforts pour convaincre les otages, personne ne veut prendre le risque de se faire prendre. Il est 14h. Lassana Bathily tente le tout pour le tout. Il fait l'ascension vers le rez-de-chaussée, envahi par la peur. Mon cœur s'est battu fort, c'est pas fort, c'est pas fort. Je ne sais pas si je vais tomber sur lui devant la sortie. Je ne peux plus faire des demi-tours. Quand je suis arrivé, j'ai regardé vers les magasins, je ne vois personne. J'ai regardé à droite aussi. Je ne vois personne. Après, je me suis foncé vers la porte. Une fois sorti, Lassana Bathily est arrêté par les forces de l'ordre qui cernent l'épicerie. Pour la première fois, les Français découvrent en direct les hommes d'élite de la police nationale, le RAID et la BRI en action. C'est du jamais vu en France, l'uniforme qui porte les armes, qui porte les gilets pare-balles, les casques et tout. On n'a pas l'habitude de voir ça. Il est 14h05. La France vit un des moments les plus dramatiques de son histoire moderne. D'un côté, Hamedi Koulibaly détient 26 otages. De l'autre, les frères Kouachi ne savent pas qu'un employé de l'imprimerie est caché quelque part dans le bâtiment. Une situation sous haute tension, retransmise en direct et suivie dans le monde entier. C'est la première fois qu'on vivait comme ça 2 scènes d'assaut et de prise d'otages avec des auteurs qui agissaient en concertation. Moi, j'avais jamais vu ça, je l'avais jamais imaginé. Ce vendredi 9 janvier 2015 marque un tournant dans les processus d'intervention des corps d'élite. Désormais, on ne négocie plus avec le terroriste pour espérer libérer les otages. Là, il n'y avait qu'une seule option, on le savait, on l'avait dit, on s'était entraîné pour ça. Le ministre était au courant, c'était l'assaut. Un double assaut synchronisé même. Et pour la première fois au monde, on s'apprête à le vivre en direct. La décision est prise d'agir en 2 temps. Lancer l'assaut d'abord à l'hypercachère et une fois que les otages sont délivrés, s'attaquer aux frères Kouachi pour libérer l'employé de Michel Catalano. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu. À l'imprimerie de Damartin en Gouel, Chérif et Saïd Kouachi en ont décidé autrement. Bien que l'un d'entre eux soit blessé, ils veulent en finir avec le GIGN. Il est 16h57. On entend la porte d'entrée qui s'ouvre, les frères Kouachi sortent devant l'imprimerie et commencent à effectuer des tirs un peu hasardeux, dans toutes les directions.
Ils sortent, les frères Kouachi, ils sont dans une logique d'affrontement. Ils marchent à la mort, ils tirent pour tuer. En riposte, on effectue des tirs de neutralisation, afin de casser leur mobilité. Sauf qu'à partir de là, eux continuent à utiliser leurs armes. C'est pour ça qu'ils sont neutralisés définitivement par les tireurs d'élite. En moins d'une minute, le GIGN vient de mettre fin à la cavale des tueurs de Charlie Hebdo et d'Ahmed Béradeh. Une délivrance pour Michel Catalano, qui voit son employé sortir sain et sauf. Lilian vient de passer 8 heures sous un évier, dans un meuble bas de 30 cm de profondeur. Quand il est sorti et qu'on a dit qu'il était vivant, que j'ai entendu otage vivant, libéré, j'étais... Là, j'ai commencé à respirer, j'étais soulagé, c'était une joie immense. Si la situation est maîtrisée à l'imprimerie, la mort des frères Kouachi vient créer un nouveau problème. Si Hamedi Koulibaly arrive à apprendre que ses 2 alliés ont été abattus, il va s'en prendre aux otages. Il faut réagir vite. Porte de Vincennes à Paris, la tension est insoutenable. Devant leur poste de télévision, les Français retiennent leur souffle, vivant un moment unique au monde. Le président de la République ordonne aux forces de l'ordre de lancer l'assaut sur l'épicerie Hypercacher pour libérer les otages en espérant qu'il ne soit pas trop tard. Il est 17h10. Le top assaut est donné, la porte explose. Vous avez les sens qui sont décuplés. Ça va à 200 à l'heure dans votre tête. Avec la colonne, on va se rapprocher. La porte a sauté, mais on se retrouve devant en fait une palette. Les policiers d'élite de la BRI ne peuvent pas entrer dans l'épicerie. Koulibaly a pris le soin de placer des palettes de nourriture extrêmement lourdes devant la porte, ce qui bouche complètement le passage et les empêche de pénétrer dans le magasin. Koulibaly se précipite vers le fond du magasin. Koulibaly va tirer une rafale. Il y a 2 cartouches qui vont passer à côté des copains et une qui va se ficher dans le mur de gauche. Et ensuite, il va disparaître. Cette manœuvre de la BRI est en fait une diversion. Pendant ce temps, à l'avant de l'épicerie, d'autres policiers ouvrent le rideau métallique. C'est incroyable parce qu'on a ça en direct et on commente en direct les images. Il est 17h11. À ce moment-là, Alain Coinon est à quelques mètres de l'entrée principale du magasin. Donc je vois les chaussures des policiers, je me jette par terre. Le rideau métallique se lève et quand il commence à se lever, un collègue commence à investir. Et à ce moment-là, en fait, l'ensemble de la colonne aurait dû investir. Seulement, il y a coup de feu, ça bloque. Et Koulibaly revient en courant, donc je l'entends crier « je vais tous les tuer ». Puis il y a le mitraillage, donc là, ça part dans tous les sens. À un moment, je reçois un éclat de balle sur un doigt, donc je me dis « ça y est, la suite va venir ». Et là, je le vois arriver sur moi. Je riposte avec mon arme, le collègue à ma gauche riposte. Avec l'élan qu'il a, il tombe au milieu. On fait des tirs fichants. Et ensuite, on investit une fois que la cible est traitée. Il est 17h12. Hamedi Koulibaly est abattu par les hommes du RAID et de la BRI. La prise d'otage aura duré près de 4 heures. L'assaut, 2 minutes et 30 secondes. Le terroriste islamiste aura assassiné Clarissa Jean-Philippe, 3 clients et un employé de l'Hypercacher. Les 26 otages sont sains et saufs. Une victoire pour les forces de l'ordre. Certains se prennent dans les bras, et même certaines personnes nous enlacent comme des sauveurs. Donc il y a un mélange de plein d'émotions, c'est assez fort comme moment. Dans l'histoire de quelqu'un qui fait sa carrière dans la police, c'est le nirvana, c'est ce qu'on peut avoir de meilleur, sauver des vies. En affrontant Koulibaly, 4 policiers sont blessés aux jambes. Ce double assaut vient marquer la fin de 50 heures d'horreur où la France entière a été gagnée par la peur et le chagrin. Un 9 janvier 2015 qui a permis de montrer à la face du monde que la France a des unités d'élite ultra compétentes pour répondre à des attaques terroristes. Ça signe effectivement un attentat comme on n'en avait pas eu depuis la dernière guerre mondiale. Et ça signe aussi la montée en puissance du terrorisme djihadiste. Ça, c'était une attaque terroriste coordonnée. C'est quand même assez compliqué à faire sur le territoire français. Donc je me suis dit, là, c'est pas possible, on ne pourra pas faire pire. Et malheureusement, si. « 2015 est aussi l'année où nous avons vécu un moment de solidarité inédit. Ce dimanche 11 janvier laisse place à l'espoir et au recueillement après une semaine barbare. 4 millions de personnes se rassemblent dans les grandes villes françaises. Plus de la moitié à Paris. Jamais on n'avait vu autant de personnes défiler dans les rues de la capitale depuis la Libération.
Il fait froid, c'est l'hiver, et en même temps, personne n'a froid, quoi. Personne n'est d'accord avec ce qui vient de se passer. Donc ça rassure, ça fait du bien. Après 4 jours de folie, de terreur, on respire un peu. 2015, c'est l'année où la France a dit à la face du monde « Vous ne tuerez jamais la liberté. Vous pouvez nous tuer, mais vous ne tuerez jamais notre liberté. » À Paris, les familles et les proches des 17 victimes des attentats et les survivants défilent en tête du cortège. Ce 11 janvier 2015, on a aussi vécu un moment historique avec la présence d'une 50aine de chefs d'État et de gouvernement venus participer à la marche en marque de soutien aux valeurs incarnées par la France. L'heure est à l'union nationale autour des forces de l'ordre qui ont su agir avec courage et brio. Jamais on n'avait vu pareille solidarité et marque de respect envers les forces de l'ordre. Le peuple français, le peuple de France, eh bien, est proche de ces forces de l'ordre. Et il est soudé face aux épreuves. Quand il est comme ça, effectivement, il est alors exceptionnel. On intervient dans l'anonymat, on restera dans l'anonymat, mais ça fait plaisir d'avoir un peu de reconnaissance. En attaquant la France en son cœur, les frères Kouachi et Amédi Koulibaly ont réveillé la solidarité républicaine internationale. Des manifestations de soutien ont lieu aux 4 coins du monde avec le slogan « Je suis Charlie ». Si cette journée historique écrit dans l'histoire de France un message indélébile de paix et d'humanité, elle est suivie par des actions martiales inédites. Le lendemain de ces marches républicaines historiques, le chef de l'État prend une décision radicale et inédite pour assurer la sécurité des Français. 10 000 soldats sont déployés sur le territoire pour protéger les lieux sensibles. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un tel nombre de militaires armés se mélange au quotidien des Français. C'est l'opération Sentinelle. On ne peut pas assurer la protection des lieux de culte, la protection des écoles, si nous n'avons pas les effectifs pour le faire. Or, les seuls effectifs qui peuvent venir en complément des effectifs des forces de sécurité intérieure sont les effectifs des armées. On a vécu quelque chose d'inimaginable et quelque chose qu'on pensait jamais revoir. L'armée avec des FAMAS chargés dans les rues de Paris. La peur est désormais la norme. Alors que l'enquête sur les attentats perpétrés par Koulibaly et les frères Kouachi se poursuit, les forces de l'ordre savent qu'il est impossible de garantir une sécurité de toutes les personnes présentes sur le territoire. Et on se dit, bon, 2015, là, ça part le chapeau de roue. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Il y aura sûrement quelque chose. On est toujours en alerte. Donc on sait qu'il va se repasser d'autres choses, mais bien évidemment, on ne s'attend pas au massacre absolu qui est le Bataclan. Vendredi 13 novembre 2015, une date à jamais gravée dans l'histoire de France comme l'une des plus tragiques. Après avoir subi 5 attentats, l'année de l'horreur qu'est 2015 touche à sa fin. 11 mois après les attentats de janvier, Paris propose toujours un visage qu'on lui envie tant aux 4 coins du globe. Pendant que certains apprécient le spectacle d'un concert, d'autres profitent de moments en famille ou entre amis en terrasse. C'est aussi jour de match. L'équipe de France de football accueille les champions du monde allemands au Stade de France. Un moment de fête réunissant 72 000 spectateurs qui va être le point de départ d'un attentat synchronisé comme jamais la France n'en avait connu par le passé. Je suis au Stade de France, je regarde le match et il y a la première explosion. Je pense que comme l'immense majorité des gens, je n'ai pas compris que c'était une bombe. J'ai cru que c'était un pétard agricole. Le match se poursuit quand 10 minutes plus tard... Je sors du Stade de France. Face à moi, à une dizaine de mètres, sur le trottoir, il y a une jambe. Et là, je tourne la tête et à quelques mètres, je vois un corps cisaillé en deux. Et quand je m'approche, il y a les fils électriques qui sortent au niveau de la ceinture. D'une fraction de seconde, vous passez du doute à l'absolue certitude que vous êtes face à un kamikaze. Il est 21h30. 2 kamikazes viennent d'activer leur gilet explosif devant le Stade de France. Un troisième se fera exploser 30 minutes plus tard, à 500 mètres de là. Les 3 détonations font 1 mort et 54 blessés. Ces attaques au Stade de France ne sont que le début d'une nuit en enfer.
Dans le même temps, un commando terroriste sème l'horreur dans la capitale. Nous prenons l'antenne un petit peu plus tôt que prévu parce qu'il s'est passé quelque chose ce soir dans le 10e arrondissement de Paris. Fontaine-le-Roi, rue de la Fontaine-le-Roi. Fontaine-le-Roi. Le Carillon, le Petit Cambodge, à la Bonne Bière, le Casa Nostra, la Belle Équipe, des brasseries de quartier extrêmement fréquentées par les Parisiens dans les 10e et 11e arrondissements sont visées par des attentats abjects. En 11 minutes, 3 terroristes viennent de tirer à la Kalachnikov sur leur terrasse bondée. On parle rapidement de dizaines de morts et de centaines de blessés. Oh, mais des coups de feu avec des fusils d'assaut sur des terrasses remplies de monde, avec des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, ça s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. Jamais. Depuis plusieurs semaines, les services de renseignement qu'on voyait souvent nous disaient que le degré de la menace était extrêmement élevé et qu'il allait se passer quelque chose. Simplement, on ne savait pas quoi. La question, c'était quand, où et comment. J'ai très vite compris avec les collègues qu'en fait, on y était et que ce qu'on redoutait tant était arrivé, était en train de se passer. Parmi ces 3 terroristes se trouve Abdelhamid Abaoud, le cerveau de cet attentat qui sera abattu 5 jours plus tard lors de l'assaut du raid à Saint-Denis. Après avoir commis un massacre sur les terrasses parisiennes, il quitte la capitale pour la banlieue. En chemin, il dépose un de ses complices devant le comptoir Voltaire dans le 11e arrondissement. Ce soir-là, Vincent dîne en terrasse dans cette brasserie remplie de monde. Je vois en fait sur le pan de la porte d'entrée de la terrasse en fait un homme qui rentre assez violemment. Il se positionne en fait là où il y a le plus de monde. Et petit à petit, je découvre son visage et son regard et nos regards se croisent. Il a un regard assez déterminé, stable, mais en même temps défiant. C'est un regard que j'oublierai jamais. Cet homme, c'est Brahim Abdeslam. C'est lui que l'on voit sur cette photo prise lorsqu'il était en Syrie, à se former au sein de Daesh. Après avoir assassiné des dizaines d'innocents sur les 5 autres terrasses, il s'apprête à faire de même au comptoir Voltaire, mais cette fois-ci sans Kalachnikov. À 21h43, Brahim Abdeslam active le détonateur de son gilet explosif. Et là, en fait, une immense explosion, c'est tout blanc, il y a un gros flash lumineux. Après ce boom, en fait, une espèce de silence avec un sifflement aigu et une ambiance de mort, en fait. J'entends plus rien et plus personne ne bouge. Au loin, il y a un corps démembré et là, je comprends. Je me dis, en fait, c'est le mec qui s'est fait exploser. C'est un miracle que Vincent soit encore en vie. Heureusement, le gilet du terroriste n'a pas explosé entièrement. L'attentat du comptoir Voltaire fait une douzaine de blessés, dont 2 très graves. On était loin de s'imaginer qu'un jour, en allant sur une terrasse d'un café, un mec allait arriver avec une ceinture d'explosifs, nous regarder droit dans les yeux et aussi froidement appuyer sur la détonation. C'est la dernière des attaques terroristes des terrasses de ce 13 novembre. La 7e en moins de 30 minutes. Les 2 commandos terroristes ont causé la mort de 39 personnes et des dizaines de blessés. La France entière est sous le choc. Mais à ce moment-là, personne ne peut s'imaginer que le pays va trembler comme jamais dans son histoire avec l'apparition d'un 3e commando. Qu'est-ce qui peut être pire que ça? Le Bataclan. Parce que même dans le pire des films américains, qu'on tournerait un jour sur le Bataclan, jamais ces choses-là, auxquelles je pense, jamais on pourra les montrer. Le Bataclan est une salle de spectacle bien connue des Parisiens. Elle est située à quelques centaines de mètres des terrasses attaquées. Ce soir-là, le concert du groupe américain Eagles of Death Metal bat son plein. Super ambiance, hyper bonne enfance, ça pogote et tout. C'est une petite famille en fait, les gens qui vont voir Eagles of Death Metal. La salle est pleine, très bon public, très bonne ambiance, très bon enfant. À l'intérieur, les 1200 spectateurs dansent, insouciants, sans se douter que leur vie va basculer dans l'horreur 30 minutes après le début du concert. Didier est responsable de la sécurité du Bataclan. Il effectue sa ronde habituelle lorsqu'il voit 3 terroristes devant la salle de spectacle. Je m'avance vers l'extérieur, je vois les terroristes tirer sur la terrasse du Bataclan Café qui est collée à l'entrée du Bataclan.
J'ai compris que c'était des terroristes qui venaient pour le Bataclan. Face à cette horreur, Didi réagit immédiatement. Il traverse la salle et ouvre les portes d'une sortie de secours. Mais c'est déjà trop tard. J'entends des détonations à l'entrée. À aucun moment, je me dis que ce sont des tirs. J'ai jamais entendu de tirs d'armes automatiques ou de pistolets de ma vie. Et on entend un pop, pop, pop. Et il y a 2 mecs qui commencent à lui tirer dessus. J'entends des cris et après, je vois les gens tomber les uns sur les autres. Et j'ai vu les gens tomber et des parties des têtes éclatées. Ensuite, moi, je suis rentré dans la salle pour essayer d'aller vers les issues de secours des loges. Mais Didi ne peut atteindre son but. Il se couche dans la fosse parmi la foule. Il est 21h45. Plus de 1000 personnes sont prises au piège dans le Bataclan, avec 3 fanatiques impitoyables. Quand je suis dans la fosse allongée, les terroristes étaient 3 au niveau du bar. Donc ils tiraient. Votre vie, elle défile en 1 seconde dans votre tête. Et je vois après l'un des terroristes qui avance le long du bar et qui tire des coups, coup par coup en avançant. Donc il nous a dit fallait se taire, sinon on allait mourir. Et il y a quelqu'un qui a fait un bruit comme il avait de la douleur. Et la personne est sortie des ombres et lui a tiré dans la tête. Une fois leur chargeur de Kalachnikov vidé, les 3 terroristes prennent le temps de recharger leurs armes. C'est le moment que Didi choisit pour se lever de la fosse et aller ouvrir les portes de la 2e sortie de secours. Quand ils ont commencé à parler entre eux et à recharger leurs armes, je me suis dirigé, j'ai ouvert les portes des issues de secours des loges. Je crie à tous ceux qui sont autour de moi et tous ceux qui étaient dans la fosse de sortir par là. J'entends faut y aller et là il y a plein de gens qui se lèvent. Donc moi je me lève. L'acte de Didi permet de sauver de nombreuses vies. Les terroristes n'hésitent pas à mitrailler la foule, faisant de nombreux blessés, comme l'attestent ces images prises par un voisin. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Ce que j'ai vu, c'est pas vrai en fait, c'est pas la réalité. C'est un mauvais yaï, c'est quelqu'un qui voulait foutre la merde. Mon cerveau a toujours pas accepté le fait que c'était un attentat. Si Stéphanie est hors de danger, à l'intérieur du Bataclan, le calvaire continue pour Hélène. Elle est touchée aux jambes et son compagnon Nick Alexander est grièvement blessé au ventre. Il m'a dit je vais mourir, Helen Jane. J'ai dit non, tu vas pas mourir. C'est hors de question. Et il commence à pas pouvoir respirer. Et j'ai essayé de lui donner un peu d'air pour qu'il respire. Et finalement, il m'a dit je peux plus respirer. Et il est parti. Comme Nick Alexander, ils sont 90 à être assassinés dans cet attentat. Des centaines sont blessés et garderont à vie des séquelles. Cette attaque synchronisée était le scénario tant redouté par les forces de l'ordre. Immédiatement, les policiers les plus proches se postent devant le Bataclan. L'un d'entre eux va réussir à entrer et à en tuer un. Ils sont relayés par les unités d'élite de la BRI et du RAID qui arrivent sur place. Il est 22h15. Quand vous rentrez dans le Bataclan, c'est une scène d'horreur. C'est une scène d'horreur. Vous avez des centaines de corps allongés, des gens mutilés, des bains de sang. C'est un charnier de la guerre. Il y a des gens partout. Quand vous prenez une balle de calage dans l'épaule, ça vous arrache l'épaule. Ça vous fait pas un trou. Vous voyez pas de blessure comme ça. Il n'y a qu'en zone de guerre que vous voyez ça. Pourtant, le pire est à venir. Les 2 autres terroristes se sont réfugiés au premier étage de la salle avec une vingtaine d'otages. Ils sont équipés de gilets explosifs et menacent de les tuer si les policiers tentent de pénétrer. Et c'est ce qu'il y a de plus dur en matière d'intervention. C'est savoir qu'il faut réussir à neutraliser le terroriste sans qu'il y ait de dommages collatéraux, sans toucher d'otages et sans que lui se fasse exploser. 2015 est décidément une année unique dans l'histoire de notre pays. La même année, les forces de l'ordre vont passer 4 fois à l'assaut face à des terroristes surarmés et déterminés à mourir. Toutes les chaînes de télévision du monde entier diffusent le Bataclan à l'antenne. Il est minuit 18. Thierry se trouve dans la colonne d'assaut de la BRI qui va affronter les terroristes.
La porte commence à s'ouvrir et là on va prendre la foule. Là on prend la foule, on prend le chargeur complet de Kalash. Ils sont protégés par un immense bouclier qui bloque les balles de Kalachnikov. Malgré tout, un des policiers est grièvement touché à la main. Je pense que je dois marcher sur un bras, une jambe, une tête, je ne sais pas. On continue de marcher parce qu'il faut avancer, il faut aller neutraliser. Donc on continue d'avancer. Moins de 2 minutes après l'assaut, l'un des terroristes est touché et active son gilet explosif. Se faisant sauter, le souffle est quand même assez puissant. Le deuxième terroriste est proche de lui. En fait, il est projeté sur le mur. Les policiers s'approchent du deuxième terroriste pour essayer de l'arrêter. Il le voit et il le voit ouvrir les yeux et chercher son détonateur, mais le gilet a tourné, en fait, avec le souffle. Le gilet a tourné, donc il n'a pas son détonateur là où il le cherche. Donc fatalement, le collègue décide de l'abattre. Il est minuit 20. L'assaut est terminé au Bataclan. Par chance, l'explosion n'a fait aucun dégât. Tous sont sains et saufs. Les forces de l'ordre les évacuent rapidement afin de permettre aux secours d'entrer, car on a besoin d'eux. On n'a jamais vu un charnier de 90 personnes. Depuis la Seconde Guerre mondiale, en France, on n'avait pas vu ça. Donc évidemment que c'est choquant. C'est quelque chose qui est indélébile et qui ne s'effacera pas, quoi. Il y a des images, des bruits, des sons, des odeurs qui font que vous êtes marqué. Moi, je garderai toujours cette image d'un téléphone qui vibre dans une poche avec sur l'écran distinctement écrit « maman », quoi. Je ne sais pas qui c'est cette maman, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois que j'ai pensé à elle. Ça, c'est terrible. Ouais, ça, c'est terrible. Et ça, il faut vivre avec. Cette nuit du 13 novembre 2015, Paris ressemble à une ville en guerre. À événements extraordinaires, moyens extraordinaires. Pour soigner les blessés et sauver qui peut encore l'être, le plan rouge Alpha, un dispositif d'urgence en riposte à des attentats multiples, est déclenché pour la première fois de l'histoire. Plus de 1000 secouristes sont mobilisés, 7 hélicoptères. Tous les hôpitaux de Paris et de la Petite Couronne sont réquisitionnés pour prendre en charge les victimes. Les restaurants alentours servent de poste médical avancé. Des centaines de personnes sont soignées dans les rues de Paris et des cours d'immeubles. Au total, le terrorisme aura fait 131 morts et 413 blessés ce vendredi 13 novembre 2015. C'est l'attentat le plus meurtrier en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Un homme qui est capable de faire ça, il faut qu'on comprenne pourquoi il l'a fait, sinon on n'avancera jamais. Si on se met à le détester autant qu'il nous déteste, on n'avancera jamais. Je pense que pour voir la fin du terrorisme, il faudrait s'attaquer aux causes profondes qui, dans des pays occidentaux, peuvent pousser des jeunes qui possédaient la nationalité de ce pays à finalement s'engager dans de telles logiques de rupture et à se retourner contre le pays qui les a mis au monde. Dans la nuit des attentats du 13 novembre, l'état d'urgence est décrété. C'est la 7e fois dans l'histoire de France que ce régime d'exception est mis en place. Afin de prévenir de nouvelles attaques, des Français sont assignés à résidence. Les manifestations interdites et certains lieux sont fermés. Le président de la République, François Hollande, déclare la guerre au terrorisme. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. La France est sonnée. La France a peur. Mais elle ne s'empêche pas de vivre pour autant. On est retourné en terrasse 3-4 jours après. C'était vital. Parce que c'était reprendre une vie, puis c'est aussi de dire vous n'avez pas gagné, hein, on continuera toujours à aller boire des coups, des bières et être des mécréants. Je dis t'as une chance inouïe d'être en vie, faut que t'en profites, mais on n'y arrive pas, on peut pas. Le corps refuse catégoriquement de fonctionner suivant les commandements de la conscience et ça c'est difficile de se dire voilà, eux ils peuvent pas en profiter, nous faut qu'on en profite mais de pas y arriver. En cette année maudite, nous avons vécu une multitude d'attentats inédits. Contre une rédaction de journalistes à Charlie Hebdo et contre des policiers. Puis pour la première fois au monde, notre pays a été le théâtre d'une double prise d'otages synchronisée avec des terroristes qui communiquent entre eux et utilisent les télévisions comme vitrine médiatique. Enfin, 2015 a été le summum de l'horreur. En une nuit, notre pays s'est replongé dans les heures sombres de son histoire, avec le 13 novembre. L'épilogue d'une année où la France a tremblé plus que jamais en 70 ans. Année où l'horreur s'est installée, avant de laisser place à l'année de terreur que sera 2016. Les actes commis sont des actes de guerre.